Bonsoir, l'Institut hellénique de diplomatie culturelle vous salue dans le cadre de nos activités relatives à la célébration du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821-2021. 200 ans donc d'histoire que les Grecs ont bien dans leur esprit, qui n'oublient jamais, et grâce à cette histoire, c'est un petit peu fait aussi l'histoire de l'Europe, l'histoire un petit peu mondialement connue, qui nous révèle aussi un petit peu les origines, pas seulement de la Grèce, mais aussi du monde entier. Et ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un invité de grande taille, puisqu'il est français, mais qu'il est spécialiste de la Grèce contemporaine, de la Grèce aussi à travers des siècles, et Olivier Delorme. Donc, c'est bonsoir Olivier. Bonsoir Georgia et merci à vous de m'avoir invité ce soir. C'était avec un grand plaisir parce que on a jusqu'à maintenant, on a eu à présenter nos ambassadeurs de l'Institut franco-hellénique, franco-hellène, et plutôt du côté Grèce, avec une grande influence de la France. Là, nous avons la France, donc vous, Français, que vous avez consacré une grande partie de votre vie, de votre vécu pour la Grèce, ce qui nous honore, ce qui nous fait des émotions même, pour avoir été en fait dans vos bouquins, dans vos transcrits, dans vos pensées. Voilà, Olivier, donc je vais faire une petite présentation pour notre public grec aussi, français. Vous êtes très connu en France et en Grèce pour les Grecs, donc vous êtes professeur agrégé d'histoire. Vous êtes maître de conférence d'histoire en relations internationales à Sciences Po à Paris. Je l'étais, je suis plus. Voilà, et vous êtes spécialiste de la Grèce depuis 1973. Ça nous fait vraiment presque 45 ans où vous vous occupez donc de la Grèce. Aujourd'hui, nous avons choisi ensemble un sujet qu'on peut dire que vous êtes bien placé de l'évoquer, de l'analyser, de le décortiquer. C'est le sujet en fait sur la révolution donc, de la Grèce que nous fêtons aujourd'hui, mais faire un lien avec la révolution française. Mais d'ailleurs, se poser des questions et voir s'il y a des points communs. D'autant plus que on sait tous que la révolution grecque, c'est une révolution nationale, d'une nation. Ce n'est pas une révolution, en fait, comme la révolution française. Donc, on connaît bien sûr la grande différence, où là, nous avions, en fait, c'était une guerre civile, c'était une révolution au sens même du peuple français, afin donc de se libérer donc, de la royauté. Donc, le sujet aujourd'hui, donc, c'est l'héritage de la Révolution française, donc dans la Révolution grecque, de la Révolution, de la libération de la Grèce, de l'Empire ottoman. Voilà, c'est un sujet qu'on a choisi ensemble. Et pourquoi on a choisi ce sujet alors, Olivier? On a choisi ce sujet d'abord parce que je suis français et puis un peu grec aussi, parce que je vous parle de Grèce à l'heure actuelle, puisque j'habite depuis maintenant plus d'un an dans une petite île où je viens très régulièrement depuis 25 ans qui s'appelle Nisyros. Donc je vous parle de là-bas. Et si jamais il y a une petite coupure à un moment, vous m'excusez, je me reconnecte très vite parce qu'on a parfois des petits problèmes de connexion. Voilà. C'est très important cette révolution grecque parce que en réalité, c'est la première guerre de libération nationale en Europe. C'est ce qui va donner l'élan de ce qu'on a appelé ensuite le mouvement des nationalités en Europe au cours du 19e siècle. Donc, c'est historiquement très important. Et puis, c'est historiquement très important pour un Français parce que les Français ont toujours une espèce d'ethnocentrisme et ils se voient souvent comme le centre du monde, mais ils se voient aussi comme des exceptions. Et en réalité, ils ne voient pas
où ils ne savent pas que ce qu'ils ont fait à un moment a pu être une source pour d'autres pays d'action, d'autres peuples d'action. Alors, pas de la même manière, comme vous l'avez dit, Georgia, parce que le contexte est complètement différent, mais il y a des idées qui ont germé et qui, dans le contexte grec, des idées de la Révolution qui, dans le contexte grec, vont donner des résultats, vont donner une évolution historique et un énorme événement historique qui est le début de cette guerre d'indépendance de 1821, que je suis très, très, très content de fêter parce que voilà, j'étais jeune quand il y a eu le bicentenaire en France de 1789. Et du coup, on voit bien, si vous voulez, quand on voit la distance qui sépare le bicentenaire français du bicentenaire grec, on voit à la fois combien les deux événements sont proches et lointains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une génération de différence entre ces deux événements. Il y a des gens qui ont connu les deux choses. Et on parlera tout à l'heure des philhellènes français. Pour les philhellènes français, c'est évident que la guerre d'indépendance grecque est en quelque sorte la continuation du combat qu'ils ont mené en France à partir de 1789. Voilà, donc c'est très important pour moi de faire ce lien entre les deux événements. Très bien, oui. Donc là, par rapport à la révolution, donc la grecque et française, puisqu'ils ne sont pas très lointaines dans le temps, hein, comme vous l'aviez bien dit. Donc, lorsque éclate la guerre d'indépendance grecque en 1821, la révolution française est terminée. Donc, pouvez-vous nous dire, parce que c'est une question que j'aime en tant que personne qui lit un petit peu l'histoire, mais bon, je ne suis pas vraiment dans... Est-ce que vous pouvez nous dire, à l'époque, dans quel état se trouve l'Europe? Alors, l'Europe à l'époque est une Europe contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'après l'épisode napoléonien, que nous célébrons également cette année en France, puisque ça fait partie des célébrations nationales, il y a des expositions Napoléon, etc., etc. Donc, après l'épisode napoléonien, une fois que Napoléon est définitivement battu à Waterloo, s'installe en Europe une Europe contre-révolutionnaire qui est dirigée par l'Autriche et qui est dirigée notamment par le chancelier autrichien qui s'appelle Metternich, qui a été un des principaux ennemis de Napoléon et de la Révolution française. Et donc, la France est vaincue, elle est occupée pendant plusieurs années. Et puis après avoir été occupée, elle retrouve une espèce d'indépendance dans le cadre de cette Europe contre-révolutionnaire. Alors dans cette Europe contre-révolutionnaire, la France est redevenue une monarchie avec deux rois qui sont d'abord Louis XVIII puis Charles X. Et puis un peu partout en Europe, il y a des régimes monarchiques, des régimes des royautés, avec des monarques absolus, c'est-à-dire que tout ce qui est du domaine, mais c'est important ce que je vais vous dire là, parce qu'on va en parler tout à l'heure à propos de la Révolution grecque, il n'est plus question, par exemple, d'avoir de constitution, parce que la constitution, ça limite le pouvoir du monarque, ça limite le pouvoir du roi. Et donc, pour Metternich, tout ce qui est constitutionnel, c'est quelque chose qui est infecté par les idées de la Révolution française. Et puis alors, cette Europe, elle s'organise avec donc tous les ans, il y a une espèce on dirait aujourd'hui, de conseil européen qu'on appelle à l'époque le Congrès, qui se réunit à un endroit avec les principales puissances, l'Autriche, la Prusse, l'Allemagne, la Russie, pas l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie. Et puis ces pays-là, alors la France, quelques années plus tard, une fois qu'elle a digéré sa défaite, et puis ces pays-là se donnent le droit d'intervenir partout en Europe
si jamais il y a un mouvement révolutionnaire qui éclate. Et donc, on va voir comme ça l'Autriche qui va intervenir en Italie pour écraser des mouvements pré-révolutionnaires en Italie, puis la France qui va intervenir en Espagne pour écraser les libéraux espagnols, les Russes qui vont intervenir en Pologne pour écraser le mouvement polonais libéral. Et la révolution grecque éclate dans ce contexte-là. C'est-à-dire que pour Metternich, la révolution des Grecs, la guerre d'indépendance des Grecs, ça va être quelque chose qui est négatif parce que c'est un bouleversement de l'ordre européen tel qu'il a été établi en 1815. Alors, ce qui est amusant, enfin, ce qui est bizarre, c'est que pendant très longtemps, dans les Balkans, il y a eu une guerre quasiment de plusieurs siècles entre l'Empire ottoman et l'Autriche, qui était une guerre fondée sur la religion. Il y avait d'un côté un empire musulman, de l'autre côté un empire chrétien. Et ils se battaient dans les Balkans. Mais après 1815, le chancelier Metternich, il considère que ce vieil antagonisme entre l'Autriche et l'Empire ottoman, il s'efface du fait que l'Empire ottoman est un empire, c'est-à-dire que le sultan est un roi légitime, est un monarque légitime. Et donc, quand les Grecs vont se soulever contre l'Empire ottoman, eh bien, Metternich va dire le sultan a non seulement le droit, mais il a le devoir de châtier les Grecs qui se soulèvent, parce que ces Grecs sont infestés par les idées de la Révolution française. Et donc, même s'ils sont chrétiens et même s'ils se soulèvent contre un maître musulman, ce qui importe, c'est qu'ils se soulèvent au nom d'idées que nous combattons, nous, Autrichiens, comme le sultan les combat dans ses États. Et donc, en réalité, on a une alliance contre nature entre Metternich et le sultan contre les Grecs. Et quand les Grecs vont envoyer des représentants, dont un Français, au Congrès européen qui se tient cette année-là en Slovénie, eh bien, ces Grecs vont se trouver rejetés. On ne va même pas les laisser débarquer la deuxième année ou la troisième année où ils viennent à Vérone demander de l'aide. Ils viennent demander de l'aide comme des sujets comme des chrétiens soulevés contre un maître musulman, et on va leur répondre: on ne vous donnera pas d'aide parce que vous êtes des révolutionnaires qui vous révoltez contre un souverain légitime. Voilà ce que c'est que l'Europe à l'époque, Georgia. Très bien. Bah, écoutez, c'était très clair, effectivement. Et lorsque les insurgés réunissent une assemblée à Nea Epidavros en 1822, un an à peine après la Révolution, il adopte une déclaration d'indépendance et une constitution donc provisoire. Pouvez-vous nous dire ce que ces deux textes doivent à la Révolution française? Oui. Et alors, c'est ce que je vous disais tout de suite, tu voyez, c'est-à-dire que pour Metternich, la Constitution, c'est le diable. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je veux que le pouvoir soit réglé par une Constitution », c'est quelqu'un qui est forcément infecté par les idées de la Révolution. Et quand on lit ces deux textes, le texte de la Constitution et le texte de la Déclaration d'indépendance, en réalité, il y a deux sources à ces textes. D'une part, les Grecs disent « nous sommes des chrétiens qui nous soulevons contre un maître musulman et qui cherchons à avoir la liberté de vivre
comme des chrétiens, maîtres de nous-mêmes. Alors là, il faut dire, parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude, notamment en France, de dire que les musulmans ont été historiquement dominés, etc., etc. Mais pour des Grecs, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que pendant 4 siècles, ils ont vécu sous une domination musulmane pendant laquelle ils étaient des citoyens, des sujets, pas des citoyens, des sujets de seconde zone. C'est-à-dire, ils payaient plus d'impôts que les musulmans. Quand il y avait des problèmes devant un tribunal, leur parole pesait moins que celle d'un musulman, leur témoignage pesait moins que celle d'un musulman, ils n'avaient pas le droit de porter des armes, ils n'avaient pas le nombre de cas pour lesquels on pouvait les condamner à mort était beaucoup plus important que le nombre des cas pour lesquels on pouvait condamner à mort un chrétien. Et puis, dans tous les domaines de la vie quotidienne, il y avait toute une série d'obligations et de contraintes qui faisaient que ces chrétiens étaient des gens en marge et beaucoup plus vulnérables que les musulmans. Ils n'avaient pas le droit. Si aujourd'hui, dans les monastères grecs, on voit des planches sur lesquelles on tapait pour donner, c'est qu'on n'avait pas le droit de sonner les cloches, par exemple. On n'avait pas le droit de faire des processions religieuses. Donc, il y avait toute une série de limitations de la vie des chrétiens qui fait que dans cette déclaration d'indépendance, il y a cette volonté des Grecs d'affirmer qu'ils vivront désormais libres et maîtres d'eux-mêmes et libres de pratiquer librement leur religion. Donc ça, c'est la première source qui doit rien à la Révolution française, on est bien d'accord. Mais de l'autre côté, il y a une deuxième source qui est la source de la démocratie. Alors, vous me direz, la démocratie est née en Grèce. Oui. Oui, elle a été empruntée de la Grèce. D'accord. Elle a évolué après dans les pays européens. Voilà. Mais entre le moment où elle est née en Grèce et 1821, il y a un grand espace de temps. Et donc, cette démocratie, elle renaît d'abord d'une certaine manière limitée, etc., au Royaume-Uni avec les révolutions anglaises du XVIIe siècle, puis avec la guerre d'indépendance américaine. Nous, le peuple, et donc derrière s'installe une république avec le principe de l'élection et de la représentation, et puis la Révolution française. Et donc les Grecs qui se réunissent à Épidavros, à Néa Épidavros, ils ont ces deux sources d'inspiration. D'une part, ils sont chrétiens orthodoxes et ils se soulèvent en tant que chrétiens orthodoxes contre un pouvoir musulman. Et d'autre part, ils se soulèvent pour obtenir un régime démocratique et se gouverner eux-mêmes selon une constitution et selon le principe de la représentation politique. Et c'est pour ça que les Grecs appellent cette guerre d'indépendance épanastasie, c'est-à-dire révolution. C'est-à-dire qu'il y a bien un aspect révolutionnaire dans la Grèce, dans la guerre d'indépendance grecque, c'est qu'en même temps que c'est une guerre d'indépendance, c'est un renversement de l'ordre politique ancien qui était le régime absolutiste du sultan au profit d'un régime représentatif, démocratique, avec des instances élues, avec des députés qui représentent le peuple. Et on a dans la déclaration d'indépendance, comme dans la Constitution, des termes, des mots qui viennent directement des constitutions françaises. On parle de tyran. Le tyran, alors là aussi le mot est d'origine grecque, les tyrans de l'Antiquité. Mais dans la Révolution française, il veut dire autre chose. Il veut dire l'ensemble des monarques absolus qui gouvernent uniquement leur volonté. Il y a le terme de représentant, le terme de volonté populaire, le terme de souveraineté,
tous ces termes-là viennent directement du vocabulaire politique de la Révolution française. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, il y a vraiment une filiation entre les constitutions qui ont été adoptées en France à partir de 1789 et les constitutions, parce qu'il va y en avoir plusieurs aussi, qui vont être adoptées pendant la guerre d'indépendance qui va durer 10 ans. Alors, il va y avoir plusieurs assemblées qui vont se réunir et chacune va essayer d'élaborer un ordre politique, mais c'est très difficile d'élaborer un ordre politique stable en même temps qu'on mène une guerre et une guerre extrêmement violente, extrêmement brutale, extrêmement sauvage de la part des Turcs et des Égyptiens, puisque à un moment le sultan se tourne vers son vice-roi d'Égypte qui a une armée et une flotte plus modernes que la sienne, et donc il va demander de l'aide à ces Égyptiens, et ces Égyptiens vont être... le Péloponnèse va être sillonné par de véritables colonnes de la mort. Le siège de Missolonghi au milieu de la guerre d'indépendance se termine par un massacre, et on parlera des Philhellènes tout à l'heure, mais les massacres de Chios, les massacres de Kassos, les massacres de Psara sont des massacres quasi génocidaires, c'est-à-dire où on tue les populations civiles non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont nées. Donc c'est une guerre extraordinairement violente et brutale, et donc c'est très difficile à l'intérieur de cette guerre d'élaborer un ordre politique stable. Mais clairement, les révoltés de 1821 sont dans cette filiation de la Révolution française en matière de régime politique, de constitution et de droits des citoyens, d'égalité devant l'impôt, d'abolition de la torture, d'abolition de l'esclavage, etc., d'égalité d'accès à toutes les fonctions publiques. Tout ça, ce sont des idées qui viennent directement des textes constitutionnels de la Révolution. Justement, donc j'allais poser la question, à partir de quand, donc, et de quelle manière ces idées de la Révolution française ont-elles été introduites et se sont diffusées en fait en Grèce? À partir de quel moment on voit que finalement la Grèce récupère, si vous permettez, son héritage, mais qui est retranscrit dans la modernité, dans le contemporain, et que finalement il est re-emprunté, cette fois-ci pas par les Français des Grecs, mais des Grecs des Français, pour finalement l'injecter dans la nouvelle société politique, économique, une nouvelle société grecque qui se forge par la Révolution. C'est un très beau mouvement, en fait. Alors, moi, vous savez, j'ai une énorme admiration et j'adore un grand poète grec qui a été prix Nobel qui s'appelle Georges Séféris et qui a parlé de ça en 1944 dans une conférence qu'il prononce en français au Caire et qui est publiée dans l'organe de la Révolution, dans l'organe de la résistance française en Orient, la revue du Caire. Et ce texte s'appelle « Deux aspects du commerce spirituel entre la France et la Grèce ». Et alors, c'est exactement ce que dit Séféris, c'est-à-dire Séféris dit l'héritage antique, notre héritage antique est parti en France, la France l'a adapté, l'a modelé, l'a utilisé comme aucune autre nation en Europe. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, ça nous revient et ça nous revivifie et ça nous fait réadapter un héritage qu'eux-mêmes ont adapté de nous.
et ce mouvement-là, moi, je trouve que c'est un mouvement extraordinaire. Alors, à partir de quand ça se passe? En réalité, ça ne s'est jamais arrêté parce que, vous savez, il y a la Grèce occupée, mais autour du sultan, il y a une petite aristocratie grecque qui descend de l'aristocratie byzantine, qu'on appelle les Phanariotes, puisqu'ils habitent le quartier du Phanar autour de l'église du patriarche œcuménique de Constantinople. Et ces Phanariotes, qui pour beaucoup sont les hauts fonctionnaires de l'Empire ottoman, parce qu'en réalité, les Turcs sont incapables de produire des élites administratives. Et donc, l'élite administrative de l'Empire ottoman va sortir essentiellement du petit milieu grec de Constantinople. C'est eux notamment qui vont être les diplomates du sultan pendant des années et des années. Eh bien, ces Phanariotes, pour beaucoup, ils envoient leurs enfants étudier en Europe occidentale. Et ça, dès le XVIIe siècle. Hein. Louis XIV fonde à Paris un collège grec dans lequel les Grecs viennent étudier. La société, la compagnie des Indes occidentales, des Indes orientales en Angleterre, donne des bourses à des jeunes Grecs pour venir étudier à Oxford. Il y a l'électeur de Hesse en Allemagne qui fonde lui aussi un collège grec. Et puis autour de la papauté et en Italie, il y a tout un milieu grec. Il y a même un grec qui a failli plusieurs fois être pape au XVIe siècle. Et donc, il y a les lettrés byzantins qui ont fui la domination ottomane sont pour beaucoup venus en Europe occidentale avec leurs livres. Et dans leurs livres, il y a Aristote, il y a Platon, il y a Sophocle, il y a Échille, il y a Euripide. Et donc, tout le mouvement de la Renaissance va partir de cet héritage grec qui revient en Occident avec ses lettrés byzantins. Erasme, qui est un des fondateurs de l'humanisme occidental, il apprend le grec à Venise avec un grec de Constantinople qui est arrivé à Venise et qui va dans l'académie d'un homme qui s'appelle Aldus, qui va imprimer toute une série d'auteurs grecs anciens que les humanistes occidentaux vont redécouvrir. Donc, si vous voulez, il y a ce flux-là. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on va avoir les idées des Lumières, donc ces idées qui se répandent dans l'Europe occidentale et singulièrement en France, avec Montesquieu, Voltaire, Rousseau, tous ces penseurs des Lumières qui vont être les préparateurs de la Révolution française. Eh bien, ces idées-là, elles vont revenir vers la Grèce et elles vont ensemencer le terrain grec. Alors, comment ça se passe? Il se passe, si vous voulez, que dans l'Empire ottoman, les Turcs considèrent que le commerce est une activité dégradante. Et donc, ils vont laisser le commerce aux chrétiens. Comme les chrétiens aussi par rapport aux Juifs. Oui, voilà. On est tout, voilà. Et donc, en Occident, on considère qu'un certain nombre de choses, notamment le maniement d'argent, c'est pas bien, donc on le laisse aux Juifs. Et donc les Turcs vont laisser le commerce aux chrétiens
c'est-à-dire aux Grecs et aux Arméniens. Et donc, ces Grecs et ces Arméniens, ils vont sans arrêt faire des allers-retours en Méditerranée entre les ports d'Europe occidentale et les marchés du Proche-Orient, de Grèce, d'Anatolie. Et donc, il y a un homme dont on va parler peut-être tout à l'heure qui s'appelle Coraïs, qui est installé à Paris pendant la Révolution. Et Coraïs… On va revenir sur les précurseurs, justement. Voilà, en 1803, il fait un exposé devant une société savante à Paris et il raconte ce mouvement. Alors, je vous lis, il dit « Ils emportent des livres et des lumières comme ils importent des draps, des métaux ouvragés et d'autres productions de l'industrie. » C'est-à-dire que, si vous voulez, ces marchands grecs, ils viennent à Marseille, ils viennent à Rouen, ils viennent au Havre, ils viennent à Trieste, ils viennent à Gênes, à Venise, à Londres. Et là, ils entendent, ils lisent, ils voient les journaux et ils baignent dans un bain culturel qui est celui des… Cosmopolite. Voilà, qui est celui des idées nouvelles. Alors, Marseille joue un rôle fondamental dans ce trafic parce que c'est une vieille ville grecque, fondée par les Grecs, mais c'est une ville dans laquelle la communauté grecque a toujours été présente. Et en réalité, il y a des familles qui vivent entre la Grèce et Marseille. Alors, il y a des comptoirs. On tient le comptoir de la famille pendant quelques années, et puis ensuite, on revient à Thessalonique, à Larissa, à je ne sais où. Et donc, quand on revient avec des livres. Et puis, on revient également avec de l'argent, parce que c'est des activités qui créent de la richesse. Mais cet argent, on va en partie l'investir dans l'éducation. Et ça, c'est absolument fondamental en Grèce, et c'est admirable comment ces bourgeois grecs des îles et du continent qui reviennent d'Europe occidentale avec les idées des Lumières, et ils vont fonder pour beaucoup des écoles privées, parce qu'on est dans l'Empire ottoman, il n'y a pas d'éducation nationale. Et donc, il va y avoir un grand nombre, mais c'est un vrai mouvement, hein. Il va y avoir un grand nombre d'écoles qui se fondent et dans lesquelles on va enseigner à l'occidental. On va enseigner la littérature, les mathématiques, la physique, y compris pour les filles, hein. Il y a des écoles de filles. Et donc, on va avoir une élévation du niveau culturel en Grèce à partir de ce mouvement-là. Il y a un autre mouvement qui est très important, c'est le mouvement de traduction. C'est-à-dire que ces gens vont rentrer avec des livres et ces livres, ils vont les traduire. Alors, on va traduire des romans, on va traduire le voyage du jeune Anagarsis en Grèce qui raconte la Grèce de l'Antiquité par un homme qui s'appelle l'abbé Barthélemy, qui a écrit ça en français, qui va être traduit en grec, et dans lesquels on raconte aux Grecs, en fait, leur gloire passée, qu'ils avaient un peu oubliée, qu'ils vont redécouvrir. Donc, il va y avoir, si vous voulez, il va y avoir une redécouverte, dans ce mouvement-là, il va y avoir une redécouverte de ce qu'a été la grandeur passée. Et puis, on va traduire Montesquieu, on va traduire Voltaire, on va traduire Rousseau. Je me rappelle, si vous me permettez un souvenir personnel, la première fois où je suis allé au monastère de Saint-Jean le Théologien à Patmos, grand monastère, très imposant, qui a une énorme bibliothèque, et j'ai visité cette bibliothèque, puis je regarde, pendant que le guide nous racontait des choses, je regardais un peu les titres, et je me suis rendu compte que dans cette bibliothèque monastique,
il y avait des livres de Voltaire traduits en grec. C'est-à-dire que l'Église participe également à ce mouvement. Alors, l'Église va se refermer à partir des années 1780 de la Révolution française. Il va y avoir une refermeture conservatrice de l'Église, mais pendant tout le premier XVIIIe siècle, l'Église est très liée à ce mouvement des Lumières helléniques. Et puis, on va avoir les premiers journaux qui vont sortir. Et puis alors, la dernière manière par laquelle ces idées vont se développer, vont se diffuser en Grèce, c'est qu'après le traité de Campo Formio en 1797, quand Napoléon Bonaparte, qui n'a pas encore Napoléon, qui est le général Bonaparte, va faire la campagne d'Italie et qu'il remporte une victoire sur Venise, il enlève à Venise tous ses territoires d'outre-mer. Et dans ces territoires d'outre-mer, il y a les îles ioniennes. Il y a Corfou, Zakynthos, Céphalonie, Ithaque, etc. Et pendant quelques années, ces îles vont devenir des départements français, Georgia. Ils vont devenir des départements français. Et dans ces départements français, on va imprimer toutes sortes de brochures. Et vous savez que la distance est très faible entre le continent et ces îles ioniennes. Et donc, ces brochures qui sont imprimées à Corfou, à Céphalonie, à Zante, elles vont traverser le bras de mer pour aller dans le Péloponnèse, en Épire, etc., et circuler partout en Grèce. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est la manière dont ces idées circulent et arrivent en Grèce. Ben oui, tout à fait. Et c'est des idées intéressantes qui évoluent et qui sont d'ailleurs enrichies après par l'expertise locale, par les particularités en fait du peuple grec. Et pour revenir sur la révolution, qui dit révolution dit précurseur de la révolution. Et nous avons deux précurseurs de la révolution donc grecque, Rigas et Koraïs. Et ces précurseurs, donc, en 1821, ont eu une grande, effectivement, donc leur nom et influence. Quel est le rôle qu'ils ont joué et en quoi ils sont liés à la révolution donc française, ces deux précurseurs de la révolution grecque? Alors, on va commencer par Koraïs. Koraïs, c'est un smyrniote, donc il est de Smyrne, et il vient étudier la médecine à Montpellier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ces gens qui viennent étudier en Europe occidentale. Et puis il s'installe à Paris. Et il s'installe à Paris à la veille de la Révolution française. Et pendant toute la Révolution, il va écrire. Alors vous savez, c'est une époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet, voilà. Et donc, tout passe par le courrier. Mais c'est très important, le courrier, à l'époque. Voltaire mène ses combats politiques en écrivant aux quatre coins de l'Europe. Quand il va prendre la défense de Calas, qui a été roué parce qu'il était protestant et qu'on l'a accusé d'avoir tué son fils parce que son fils aurait voulu se convertir. Ce combat politique, Voltaire va le mener en écrivant des lettres qui vont partir partout en Europe. Et bien, Koraïs fait la même chose. Il a plein de correspondants dans le monde grec. Et donc, il écrit sans arrêt en disant voilà ce qui se passe en France, voilà les idées, voilà, etc. Alors, Koraïs est un bourgeois. Il est effrayé par le tour que prend la Révolution à partir du procès de Louis XVI, etc., etc. Mais toutes les idées libérales de la Révolution française, il va les diffuser très largement en Grèce à travers ses livres. Et puis d'un autre côté, Koraïs,
parle des Grecs aux Français. C'est-à-dire que ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est un mémoire, ça s'appelle « Mémoire sur l'état actuel de la civilisation de la Grèce ». Et il le présente à la Société des observateurs de l'homme, donc dans une société politique, puisque c'est des clubs, hein, des clubs politiques dans lesquels on parle. Et donc, Korais va être en quelque sorte un de ces pivots, si vous voulez, qui assure la double circulation. C'est-à-dire qu'il parle aux Français de l'état de sujétion des Grecs par rapport au sultan, et il leur dit il faudrait aller les libérer comme on a libéré les Italiens, etc., etc., comme les Français ont libéré les Italiens. Et puis de l'autre côté, il diffuse en Grèce, les idées de la Révolution à travers ses mémoires, ses publications. Et donc, c'est un intellectuel, hein, il ne reviendra pas en Grèce, il est enterré aujourd'hui à Paris, hein, il ne reviendra pas en Grèce, même après l'indépendance de la Grèce, il n'y reviendra pas, mais il joue un rôle absolument fondamental dans la diffusion des idées. Il joue un rôle également fondamental dans la publication des auteurs de l'Antiquité, et ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet héritage antique qui est redécouvert par les Grecs à partir de la France, on a pu dire, vous savez, en France, il y a une très belle collection qui s'appelle la collection Guillaume Budet, dans laquelle on a tous les textes antiques qui sont publiés en grec d'un côté sur une page, en français de l'autre. Et bien Korais, il va faire à peu près la même chose pour le grec ancien ou grec. Alors, ce n'est pas tout à fait du grec moderne parce qu'il est un des créateurs de la Katharevoussa, etc. Mais il va essayer de donner accès, à travers cette bibliothèque grecque, de donner accès aux Grecs de son époque aux textes anciens. Donc c'est un personnage extraordinairement intéressant, mais c'est un intellectuel qui est à Paris et qui n'est pas dans l'action politique directe. Quoique quand il y a un texte qui paraît et qui s'appelle « Instruction paternelle », on pense que c'est le patriarche de Jérusalem qui l'a écrit, et qui condamne les idées de la Révolution française au nom de l'Église, qui condamne la Révolution française et qui, en gros, dit il faut se tenir éloigné de ça et continuer à obéir aux Ottomans. Et à ce moment-là, Korais réplique par ce qu'il a intitulé des instructions fraternelles. Donc vous voyez, d'un côté, il y a le père qui enseigne ses enfants, de l'autre côté, il y a les frères qui discutent librement, et dans lequel Korais dit il faut nous libérer. Il dit nous avons une double libération à accomplir. Nous avons une libération à accomplir à l'égard du maître musulman, mais nous avons également une libération à accomplir à l'égard de nos propres puissants, des Grecs qui ont servi de relais à la puissance ottomane, et donc qui continuent à nous dire il faut obéir au sultan. Donc Korais, c'est ça. Mais il n'est pas dans l'action politique directe. Alors Rigas, c'est autre chose. Rigas, c'est un activiste. C'est quelqu'un qui veut changer la situation ici et maintenant. C'est le terrain, c'était un percussion. Voilà, c'est le terrain. Oui. Alors, il a pour ça. Alors, il est extraordinairement intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière auprès des Grecs, des princes grecs, ces Phanariotes dont je vous parlais tout à l'heure,
que le sultan a placé à la tête des principautés danubiennes, la Roumanie actuelle. Et donc, ces princes grecs sont des despotes éclairés, c'est-à-dire que y en a un qui rédige déjà une constitution, il y en a un autre qui va être un des pionniers de la vaccination. À l'époque, on invente la vaccine, ce qu'on appelle la vaccine contre la variole, et donc on a un de ces princes qui va faire vacciner les populations, les populations roumaines qu'il a sous son autorité. Et donc, Rigas est dans ce milieu-là. Il traduit Montesquieu, il traduit des passages de l'abbé Barthélemy, il traduit des nouvelles libertines françaises, des choses un peu légères. Voilà. Et puis, à un moment, il rentre dans l'action politique. Et dans l'action politique, il va traduire la Marseillaise en français, en grec. Il va adapter la Carmagnole, le grand chant révolutionnaire français, en y mettant des paroles grecques. Il va écrire un statut politique, c'est-à-dire une constitution qui est inspirée des constitutions révolutionnaires françaises, avec le suffrage universel, avec le devoir d'éduquer les filles, avec l'interdiction pour les patrons d'insulter ou de brutaliser leurs employés. Donc c'est un esprit qui est extraordinairement moderne, à la pointe du mouvement des idées, et il espère en réalité que les Français vont libérer la Grèce. Mais ça ne se fera pas pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Et donc, il va organiser, alors il va également traduire des constitutions françaises. Et alors, son but, c'est de créer une république hellénique, mais alors sur un modèle multinational, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de frontières dans les Balkans, mais il voudrait un grand État balkanique, républicain, démocratique, dans lequel chaque nationalité serait l'égale des autres. C'est comme une confédération. Un peu comme une confédération. Donc la pensée politique de Rigas est vraiment passionnante. Il y a un historien français, Michel Vauvel, qui a parlé à propos de lui et à propos d'un autre esprit du même genre en Europe centrale, d'orphelin du jacobinisme, c'est-à-dire vraiment de la partie la plus avancée de la Révolution française. Et donc, à partir d'un moment, quand il voit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'organiser une insurrection, il va mettre au point une société secrète. Une société secrète dans laquelle on va retrouver des Grecs, mais également des Serbes, parce que ça bouillonne en Serbie à la même époque, mais également des Albanais, mais également des Bulgares. Hein. Et donc, tout ça forme un milieu qui va préparer les esprits et préparer la modalité du soulèvement de 1821, puisque le soulèvement de 1821, il est organisé par une société secrète qui est la Filiki Eteiria, la société des amis, qui est fondée après la mort de Rigas, mais dont Rigas a été en quelque sorte, il a fait le premier modèle, de société secrète, encore très imparfaite. Et alors, ce qui est intéressant également dans Rigas, c'est sa fin, parce que Rigas est
arrêté par les Autrichiens, et on revient là au début de mon propos. Rigas est arrêté par les Autrichiens le livrent aux Ottomans, et les Ottomans, le sultan, le fait étrangler sans jugement dans la forteresse de Belgrade, dans son cachot de la forteresse de Belgrade, avec plusieurs de ses compagnons. Oui, bah, comme plusieurs révolutionnaires, percusseurs de la Grèce, de la Révolution, qui ont mal fini, comme Athanasios Diakos, oui, comme d'autres, plusieurs, voilà. Donc, des douleurs atroces, des morts atroces. Et alors, donc, la Révolution grecque éclate en 1821. On parle des influences, effectivement, après coup de la France, de la Révolution française, de quelques années auparavant. Mais au moment où la Révolution grecque éclate, quelle est la position du gouvernement français? Le gouvernement français, au moment où la révolution grecque éclate, est un gouvernement contre-révolutionnaire. C'est le gouvernement de la monarchie qui est sorti de la défaite de 1815. Ce gouvernement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est intervenu en Espagne militairement pour écraser les libéraux espagnols qui réclamaient une constitution à leur roi. C'est d'ailleurs à ça qu'on doit la place du Trocadéro, puisque la victoire finale, c'est la victoire de Trocadéro. Donc c'est un gouvernement contre-révolutionnaire. Et donc ce gouvernement contre-révolutionnaire, il n'a aucune sympathie pour les Grecs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand les Grecs envoient des envoyés au Congrès européen de Vérone, c'est la première année où la France siège à ce Congrès européen depuis 1815. Eh ben, le ministre des Affaires étrangères français ne prend pas du tout la défense des Grecs et il est aligné sur Metternich qui dit ces gens-là, on veut pas, on veut rien en savoir. Metternich dira quelque part, il y a là-bas en Grèce 300 000 têtes à couper. Donc vous voyez il parle des têtes des Grecs. Il y a quelle est la sympathie que ces gens, que ces régimes ont pour la révolution grecque. Ils n'ont aucune sympathie. Et même un homme comme Chateaubriand, qui va devenir ensuite un défenseur de la cause grecque et qui, au moment de Missolonghi, du siège de Missolonghi, va demander au gouvernement d'intervenir. Pendant toute la période où Chateaubriand est au ministère des Affaires étrangères, il ne lève pas le petit doigt en faveur des Grecs. Donc, si vous voulez, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau international, d'une part, et au niveau français, d'autre part, pour que le gouvernement français bouge. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau international? Il se passe que l'Angleterre, en premier, va changer de politique. C'est-à-dire que à partir de 1822-23, l'Angleterre réalise que si elle détache la Grèce de l'Empire ottoman, ça peut être très utile à l'Angleterre pour sa position en Méditerranée. Et que donc, il y a un intérêt géopolitique. Alors, l'Angleterre a toujours eu une politique extraordinairement pragmatique. Et puis, par ailleurs, l'Angleterre est déjà une monarchie, pas constitutionnelle, puisqu'il n'y a pas de constitution, mais déjà une monarchie un peu parlementaire. Il y a un parlement qui joue un vrai rôle. Le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire. Donc, il y a déjà un fonctionnement parlementaire du régime britannique, même si l'évolution n'est pas encore terminée. Et donc, du coup, cette Angleterre se sent très mal, elle se sent de plus en plus mal
dans l'Europe réactionnaire de Metternich. Et donc, c'est elle la première qui va faire dissidence et qui va commencer à aider les Grecs. Alors, c'est une aide à double tranchant. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vont faire les Anglais? Ils vont autoriser les Grecs à lancer un emprunt sur la place de Londres pour acheter des armes. Mais alors, pourquoi je dis que c'est à double tranchant? Parce qu'au moment de l'indépendance, la Grèce va naître comme État endetté. Et elle va naître avec une dette sur la place de Londres. Ben oui, c'est une vieille histoire, la dette grecque. Donc, elle va naître avec une dette sur la place de Londres qui va faire que le gouvernement britannique va avoir une arme pour tenir ce pays indépendant, théoriquement, dans un état de dépendance après l'indépendance. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis alors, quand la Russie voit que l'Angleterre change de camp, la Russie dit « je ne vais pas me laisser doubler ». Et puis moi, empereur de Russie, je suis orthodoxe. Bien sûr. Voilà, depuis très longtemps, on dit que après Rome et Byzance, Moscou est la troisième Rome. Donc, je suis pour la religion. Bien sûr, c'est la fraternité religieuse. Depuis, Pierre Ier a déjà eu cette idée-là. Il faisait circuler son portrait au mont Athos, il faisait, etc. Et puis surtout, la grande Catherine II, a fait une guerre à l'Empire ottoman qui s'est terminée par un traité très favorable à la Russie, le traité de Küçük-Kaynarca, dans lequel le sultan reconnaît l'empereur de Russie comme protecteur des orthodoxes de son royaume, de ses États, de son empire. Et il autorise même ce traité autorise même les navires de commerce grecs, donc ottomans, à battre pavillon russe. Donc, si vous voulez, quand l'empereur de Russie se rend compte qu'il est en train de se faire doubler en Grèce, excusez-moi de parler un petit peu directement, mais quand il se rend compte qu'il est en train de se faire doubler en Grèce par les Anglais, il dit moi aussi je change de politique et moi aussi je vais aider les Grecs. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des discussions anglo-russes sur l'avenir de la Grèce. Et la France alors? Quand le roi de France voit ça, il se dit mais alors et moi alors je vais me faire avoir par les Anglais et les Russes. Et donc, à partir de ce moment-là, le roi de France, qui a des ambitions en Méditerranée, c'est sous Charles X que la France débarque, commence la conquête de l'Algérie. Donc, il y a une ambition méditerranéenne de la France à cette époque-là. Et donc, le roi de France se dit je ne vais pas me laisser doubler sur cette affaire par les Anglais et les Russes. Et donc, à ce moment-là, on a une disparition du front uni qu'avait bâti Metternich en 1815 sur la contre-révolution, et on a une reconstruction d'un nouvel espace, d'une nouvelle alliance anglo-russo-française sur des options géopolitiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, Georgia, on passe de l'idéologique, c'est-à-dire
la position de Metternich qui est on n'aide pas les Grecs parce que c'est des révolutionnaires, à une position géopolitique, c'est-à-dire français, anglais et russes qui disent on va aider les Grecs parce que ça va être utile à notre position en Méditerranée. Alors, les Russes, évidemment, pensent à ce à quoi ils ont toujours pensé, c'est-à-dire pouvoir sortir librement de la mer Noire en Méditerranée. Et donc, pour ça, la Grèce est très utile parce que ça permet de contourner le Bosphore et les Dardanelles qui sont contrôlés depuis 1453 par, enfin les Dardanelles un peu avant, mais pour le Bosphore depuis 1453 par les Turcs. Et donc, il y a une vision géopolitique. Et puis, à l'époque, la France a des ambitions également vers le Proche-Orient. Elle se veut le protecteur des chrétiens du Liban, etc. etc. Donc si vous voulez, on laisse l'option idéologique contre-révolutionnaire et on va venir à l'aide des Grecs pour des raisons essentiellement géopolitiques. Exact, exact. Mais c'est très intéressant et ça pourrait faire même l'objet d'une autre conférence, si vous voulez bien, qu'on puisse préparer dans la géopolitique, puisque j'ai l'impression que l'histoire se répète. Et les accords se forment et se déforment aussi bien dans le passé que même maintenant. Et j'ai l'impression vraiment que même à l'heure actuelle, ce qui se passe avec la Turquie, on est un petit peu dans un positionnement un petit peu différent parce que nous sommes maintenant dans un contexte d'union avec l'Union européenne. On n'est plus seul. Quoique à un moment donné, on voit finalement qu'on n'est pas si unis que ça au niveau européen. Écoutez, Georgia, l'Union européenne n'est pas venue en aide aux Grecs d'aucune manière. Ceux qui sont venus en aide aux Grecs, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron, mais pour le coup, il a bien fait les choses. Ce n'est pas du tout l'Union européenne, c'est la France en tant qu'État. Et justement, je voulais vous dire ça, que finalement, la France... Cet été, voilà, c'est la France qu'on voit le Charles de Gaulle aujourd'hui. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je voulais exprimer, c'est que la France, finalement, elle est intéressée aussi par sa prise de position par rapport aux Russes et aux Anglais, mais quelque part aussi, c'est quand même dans une honnêteté intellectuelle. Elle est honnête intellectuellement, elle défend les Grecs parce que au fond, il les admire, il les soutient, il croit en eux. Alors que les autres sont vraiment... C'est-à-dire que dans la politique extérieure française, et je pense je pense qu'on est un pays assez unique pour ça. Il y a peut-être avec la Grèce, justement, c'est peut-être une des choses aussi sur lesquelles on se rejoint. Il y a toujours un mélange. Il y a toujours un mélange de pragmatisme, voilà, les États interviennent en tant qu'États et on défend ses intérêts et tous les États font la même chose. Et dans le cas de la France, et les États-Unis aussi comme ça, parce que qui ont un peu, mais en même temps, il y a l'idée qu'on a une mission particulière. Hein. Et que la mission particulière, c'est de défendre la liberté, c'est de défendre un certain nombre de principes universels, etc., etc. Et que comme il y a cet héritage qui vient de Grèce, qui est l'héritage de la démocratie, de tout ce qui est les racines de la civilisation occidentale, je pense qu'en France, on a l'idée qu'on a un devoir particulier par rapport à la Grèce. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein. Dieu sait que François Hollande n'a pas aidé les Grecs au moment où ils étaient confrontés avec la crise de la dette à M. Chaobleux, etc. Mais on voit bien que les Allemands, par exemple, n'ont jamais cette position-là. Ils ont une position purement d'intérêts financiers, commerciaux, etc. Ils n'ont pas cette dimension... cette dimension,
je dirais presque romantique de la politique extérieure française. Non, mais vous avez dit le mot-clé, romantique. Les Français sont très romantiques par rapport aux Grecs. Oui, Et je le vois à travers de mes études et mon installation en France. Et souvent, chaque fois que je disais que j'étais grecque, les Français, c'est très banal ce que je veux dire, mais les Français avaient un petit peu, tout de suite, on y voyait un petit soleil dans leurs yeux. Ah, Grèce, ah, j'adore la Grèce, j'ai beaux souvenirs. Quelqu'un, il y a toujours un Français ou quelqu'un de la famille d'un Français qui était en Grèce et qui connaît quelque chose de la Grèce. moi, quand j'ai écrit La Grèce et les Balkans, les 3 tomes de La Grèce et les Balkans, que j'ai tourné pas mal, j'ai fait pas mal de salons, de salons du livre, et je me suis rendu compte combien il y avait d'associations philhellènes partout en France, et combien il y avait de relais Bah de gens justement, qui aiment la Grèce. vous me permettez de passer sur la dernière question que Oui, j'allais vous bien poser, sûr. sur les philhellènes. Oui, oui, ben La voilà. définition des philhellènes, qui sont les philhellènes, donc français, et comment ils ont eu des liens avec la révolution grecque. Et, C'est quand même c'est une très belle histoire. Alors, il y a plein de contradictions chez les philhellènes. J'y reviendrai peut-être à la fin, euh, mais globalement, c'est quand même bien de dire des choses positives de temps en temps et de se dire qu'il y a des gens qui combattent enfin, qui se lèvent et qui abandonnent tout pour une cause. Voilà. Alors, dans ces philhellènes, d'abord, ce n'est pas un phénomène uniquement français, il faut être juste. Il y a des philhellènes en Angleterre, il y a des philhellènes en Allemagne, il y a des philhellènes très peu en Autriche. Et puis en Autriche, ils sont poursuivis pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des philhellènes en Italie. Et les philhellènes en Italie, il y aura plus tard des garibaldiens qui iront se battre en Crète au moment des grandes révoltes de la Crète ou au moment de la guerre de 30 jours que la Grèce va perdre face à la Turquie à la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Donc ce philhellénisme, ce n'est pas propre à la France. Mais il est particulièrement vivace en France. Alors, qui sont ces philhellènes? En gros, il y a 2 groupes de philhellènes. Il y a des intellos et des soldats. Alors, il y a des intellectuels qui vont faire campagne pour aider j'ai oublié les Suisses. Il y a un philhellénisme en Suisse. D'ailleurs, là, pour le centenaire, le comité du centenaire à Lausanne est particulièrement actif et a organisé plein de choses. Je vais peut-être même aller y faire, si je peux, aller y faire une conférence. Mais pourquoi? Parce que Lausanne, c'est la patrie d'un monsieur qui s'appelle Jean-Gabriel Hénard, qui était un financier suisse et qui a mis son talent financier au service des Grecs révoltés. Il les a conseillés sur le plan financier. Et je vous parlais tout à l'heure de Missolonghi, du siège de Missolonghi. Quand les Turcs ont vendu comme esclaves les survivants de Missolonghi, Hénard a puisé dans sa fortune personnelle pour racheter ces Grecs et leur rendre la liberté. Donc, c'est vraiment un nom qui mérite, en ce bicentenaire, un honneur et une mention particulière, suisse francophone, mais suisse. Alors en France, ce philhellénisme, il est extraordinairement actif dans les milieux libéraux. On va y retrouver tous les grands noms de l'opposition à l'absolutisme de Charles X. Alors ça va de Jean-Baptiste Say à Thiers, à Guizot, alors des gens qui ensuite auront
excusez-moi, les noms que je voulais citer m'échappent, mais on les retrouvera facilement. Et puis alors, vous avez tous les grands écrivains, hein, Vigny, Lamartine, Victor Hugo, bien sûr, hein, l'enfant grec, ce superbe poème des Orientales, je veux qu'on me donne de la poudre et des balles, dit l'enfant grec après les massacres de Chios, où on lui demande toutes les choses les plus extraordinaires qu'on pourrait lui offrir, et l'enfant grec répond, je veux de la poudre et des balles. Mais Hugo a écrit un recueil qui s'appelle Les Orientales, qui est largement consacré à la Grèce et à la lutte des Grecs. Et puis le philhellénisme de Hugo ne se démentira jamais. Il aidera les Grecs au moment des grandes révoltes de la Crète, et il écrira des textes superbes. Enfin, c'est vraiment. Et Les Misérables seront d'ailleurs un énorme succès de librairie en Grèce dès leur traduction. Voilà, les musiciens, Rossini, Berlioz. Berlioz écrit une pièce spéciale pour la Révolution grecque. Rossini écrit Le siège de Corinthe, qui fait référence à l'Antiquité. Il le fait jouer en plein siège de Missolonghi. Et donc, tout le monde sait, quand on joue à l'opéra Le siège de Corinthe, que c'est le martyre des gens de Missolonghi qui sont assiégés. Et puis les peintres, bien évidemment, Schaeffer, Delacroix en premier, le massacre de Schio, la Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi, qui est au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est un tableau absolument superbe, qui est pour moi exactement le pendant de La liberté guidant le peuple que vous avez mis sur votre affiche. Exact. C'est-à-dire que vous avez dans La liberté guidant le peuple cette femme, le sein découvert, victorieuse, qui franchit la barricade en tenant le drapeau bleu, blanc, rouge, et vous avez de l'autre côté la femme, sein découvert, habillée en bleu et blanc, qui expire sur les ruines de Missolonghi. C'est vraiment deux tableaux qui se répondent et qui sont aussi beaux et aussi chargés de sens l'un que l'autre. Donc vous avez vraiment une mobilisation des élites libérales. Alors, quand je dis libérales, ce n'est pas libéral au sens économique actuel, hein. Au XIXe siècle, on parle de libéralisme pour les gens qui veulent une démocratie représentative, c'est-à-dire qui veulent une constitution des députés, un gouvernement responsable devant une assemblée, etc. Donc vous avez cette mobilisation des élites. Alors, bien sûr, l'étincelant Chateaubriand, qui écrira des pages superbes, mais avec les contradictions de Chateaubriand, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est philhellène à partir du moment où il est viré du ministère des Affaires étrangères. Avant, ça ne le préoccupe pas beaucoup. Voilà, mais c'est à la fois toute la séduction de ce personnage qui est très, très contradictoire dans ses positions. Donc, alors, vous avez…
vous avez ce philhellénisme-là, qui est un philhellénisme intellectuel, qui est un philhellénisme extrêmement important parce qu'il va faire bouger l'opinion. C'est-à-dire que c'est peut-être une des premières fois où l'opinion va, sur une question de politique étrangère, pousser le gouvernement à agir. Et ces intellectuels mènent cette bataille. Alors, on va quêter, les grandes dames vont quêter pour les Grecs. On va avoir des comités philhellènes qui se fondent partout, qui vont récupérer de l'argent, envoyer de l'aide humanitaire, on dirait aujourd'hui de l'aide humanitaire, envoyer des armes aussi, etc. Donc, on a ce filet. Et puis alors, on a les gens qui partent se battre avec les Grecs. Ils partent se battre avec les Grecs et un certain nombre vont jouer un rôle absolument considérable. Alors, la plupart du temps, ce sont des officiers ou des soldats de la Révolution et de l'Empire. Donc, ce sont des gens qui sont pénétrés des idées de la Révolution, qui ont parfois fait une carrière militaire sous le Premier Empire et qui, sous la monarchie des Bourbons restaurée, sont placés, on dit à l'époque, en demi-solde, c'est-à-dire qu'ils sont un peu marginalisés dans la société, on les licencie de l'armée, ils sont suspects parce qu'on les surveille, on les suspecte de vouloir faire des complots pour rétablir l'Empire ou la République. Et donc, vous avez un certain nombre de ces hommes qui prennent le bateau et qui vont se battre avec les Grecs. Alors, il y en a un certain nombre. Il y en a deux importants dont je voudrais parler avant de terminer. C'est le colonel Favier, qui va organiser le premier embryon d'armée régulière grecque, le Tacticon Soma. Donc il va organiser le premier corps de l'armée régulière grecque. Et puis il y a Regnault de Saint-Jean d'Angély, qui est le fils d'un député du tiers-État de 1789, qui est devenu ministre de Napoléon pendant les 100 jours, et son fils, qui s'est battu à Waterloo, qui a même été, qu'on a même décoré sur le champ de bataille de Waterloo. Il va également partir pour la Grèce. Il sera maréchal de France plus tard, et brièvement ministre de la guerre en France. Et ben, il part en Grèce et il va organiser la première cavalerie de l'État grec. Voilà. Alors après, deux mots quand même pour dire qu'il y a une contradiction, puis on arrive au bout du temps, qu'il y a une contradiction chez ces gens-là, c'est-à-dire que beaucoup de ces gens-là ont une culture classique et ils pensent trouver sur place les petits-fils de Thémistocle, de Platon, de Léonidas, et ils trouvent des Grecs de leur époque. Ils trouvent un Karaïskakis qui est un type extraordinairement courageux, mais qui est un paysan, et dont on nous raconte par ailleurs qu'il se fait monter. Karaïskakis, il a en plus la maladie des poumons, comment ça s'appelle, la tuberculose. Et donc, il se fait porter sur le champ de bataille. Parce qu'il n'a pas la force d'y aller à pied. Et puis, à un moment, il se déculotte il montre son derrière aux troupes turques et il se prend de la grenaille dans le derrière. Donc, vous comprenez, il y a une espèce de distance historique entre ce que ces philhellènes formés aux humanités pensent trouver en arrivant en Grèce et les gens qui vont trouver effectivement qui sont des paysans révoltés, qui luttent pour leur liberté, mais
qui n'ont pas forcément toute la culture classique que ces gens qui arrivent. Alors, et donc, ça génère derrière un certain nombre, pas chez Favier ni chez Regnault de Saint-Jean, mais chez d'autres, ça génère parfois des incompréhensions, des déceptions, et on va avoir comme ça un certain nombre de philhellènes qui vont devenir derrière des adversaires des Grecs, parce qu'en quelque sorte, les Grecs de 1830 les ont déçus alors qu'ils pensaient trouver des Grecs de l'Antiquité. Mais ça, ce n'est pas de la faute des Grecs, c'est de la faute des gens qui avaient une mauvaise idée dans la tête. Donc il y a des contradictions dans ce philhellénisme, mais globalement, c'est quand même un mouvement assez, assez extraordinaire de solidarité qui s'est mise en place à l'époque. Olivier, je suis très heureuse en vous écoutant. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, mais beaucoup de choses que je savais aussi. Oui. C'est sûr, heureusement d'ailleurs, mais c'est surtout que j'ai appris aussi, mais c'est surtout, je suis heureuse et je me considère très chanceuse même, et partager ça avec nos auditeurs de l'Institut hellénique de diplomatie culturelle, d'avoir en fait un Français, un historien français qui s'occupe de la Grèce, certes, mais qui parle tellement bien de la Grèce, qui rappelle l'histoire, qui rend hommage aux personnes, que ce soit des personnes françaises, que ce soit des personnes grecques, et qui rend hommage en fait à une valeur inestimable qui est celle de défendre son prochain. Les philhellènes, pourquoi il était philhellène? Parce qu'il avait du bon cœur, parce qu'il savait de quoi, qu'est-ce qu'il fallait défendre, et surtout c'était des gens humanistes. Devant tout, on met l'aspect humain. Donc, et ça rappelle quoi? Dans une guerre, dans une révolution, une insurrection, ça rappelle qu'après tout, on est tous des humains. Et ça, aujourd'hui, c'est un cadeau que vous nous avez fait. Un cadeau inestimable et que je vais vous poursuivre pour avoir d'autres conférences. Je ne vais pas vous lasser parce que en vous écoutant tout au long, j'ai pris quelques notes en secret sur mon portable aussi parce que je me dis, il y a tellement de choses qu'on peut évoquer, même contemporaines. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas comprendre le présent et savoir l'avenir ou essayer de deviner l'avenir si on ne connaît pas le passé, si on ne connaît pas l'histoire. Et je voulais juste, avant de fermer cette superbe intervention que vous avez fait aujourd'hui, et je rappelais la présentation que c'était votre donc idée de cette conférence. Tout un ruissellement d'idées part de la France pour les rendre terriblement actives chez nous. Ce qu'il écrivait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Séphéris, en 1944, juste avant la fin de la guerre, à propos des Lumières et de la Révolution française. Donc un futur prix Nobel de la littérature, Georges Séphéris, pour une conférence dont le texte fut publié dans la revue de Caire, principale publication francophone de la résistance intellectuelle du Proche-Orient. Ce texte, Séphéris l'écrit directement en français. Donc, Séphéris grec en français. Donc, hommage à la France. Elle intitulait « Deux aspects du commerce ». Je répète ce que vous avez dit tout à l'heure, mais pour en finir. Deux aspects du commerce grec, du commerce spirituel entre la France et la Grèce. Il analyse donc les conditions de dialogue particulièrement féconds entre les cultures grecques et françaises, insistant sur le rôle de la tradition antique dans la culture française, puis sur le rôle que joue la France dans la reconnaissance de la Grèce. Et là, je vais en finir. C'est ce rôle que dans cette conférence, vous, Olivier Delorme, vous avez aujourd'hui éclairé dans différents aspects. Encore un grand remerciement d'avoir accepté de nous parler,
de votre temps qui est précieux. Et j'espère vraiment, encore une fois, vous revoir pour qu'on puisse préparer ensemble une autre conférence. Georgia, merci de m'avoir permis de parler de ce bicentenaire. C'est un grand plaisir pour moi. Vous avez vu que je ne fais jamais rien sans passion. Euh, et, et alors, peut-être vous me permettez de faire Bien sûr, on a encore un petit peu de temps. une minute de pub. Bien sûr. Si on veut me retrouver. Ce que j'allais vous dire, j'allais vous le dire. Et ben voilà. C'est mon dernier roman. Voilà ce que je vais vous demander. C'est un autre grand grec, il s'appelle Thémistocle. Et si on veut parler du commerce, de la manière dont l'Antiquité doit continuer, dont l'Antiquité grecque doit continuer à nous nourrir, c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ce bouquin qui vient de sortir. Justement, c'est que ça pourrait faire l'objet de notre prochaine conférence. Très volontiers. Pour parler de ce livre et de nous expliquer vos inspirations et puis de découvrir un petit peu votre façon d'écrire. Quand vous voulez. Encore merci. Juste avant de finir, je voudrais remercier Catherine Toscou, qui est notre directrice au niveau de la communication de notre institut, qui s'occupait de toute l'organisation de notre conférence, qui est vraiment, j'espère en tout cas, ce qui me concerne, j'estime qu'elle est réussie parce que j'ai appris beaucoup de choses par quelqu'un qui connaît et sait de quoi il parle. Et Catherine aussi s'est occupée du choix de 2 œuvres donc, qui ont été effectivement dans l'annonce de notre affiche de notre conférence. Donc, je voudrais remercier aussi donc, notre collaboratrice qui travaille durement pour qu'on puisse vraiment sortir aujourd'hui, faire cette conférence-échange vraiment très intéressant. Encore merci beaucoup. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά ελπίζουμε πάλι να έχουμε τον κύριο Ντελόρμη για κάποιο άλλο θέμα. Καληνύχτα. Να είστε καλά. Γεια σας.